Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour la fin du fantôme décapité. Souvenez-vous, déjà j'espère que vous allez bien. Moi j'ai un mal de dos horrible. J'ai eu un petit massage j'avoue, mais la douleur est revenue donc j'ai un peu de mal à rester assis pendant longtemps dans la même position. Mais ne vous inquiétez pas, ce soir nous allons terminer ce livre. Rappelez-vous, Diane et Stéphanie étaient à la recherche de la tête de... c'est fou, ça fait 2 fois que j'arrive pas à me souvenir du prénom du gamin qui n'a plus de tête et qui se balade dans le château. Ce n'est pas grave. Donc elles étaient à la recherche de sa tête et il leur était arrivé pas mal de petites choses surnaturelles qui étaient plutôt cool à entendre. Comme une sorte de bal, une fête où il y avait beaucoup de bruit, de rire et autres. Et quand elles sont entrées dans cette pièce, il n'y avait plus personne. Ce genre de choses, elles étaient perdues et ne retrouvaient pas les escaliers pour dire de sortir de là où elles étaient coincées. Heureusement, Otto les a retrouvées. Otto, le guide touristique du château. On avait fini le livre précédent sur le fait que quand les gamines étaient parties du château pour rentrer chez elles, dans les broussailles, dans les haies, il y a une voix qui demandait si justement elles avaient trouvé la tête de la personne. Donc je pense que c'est le gamin. Ça me ferait bien rire qu'en fait ce soit l'un de leurs voisins qui en ont marre de leur gag et qui justement leur joue un tour. Bien que ce serait très étonnant comment ils seraient au courant qu'elles étaient là pour la tête. André, voilà, j'ai retrouvé une page au hasard. C'est André qui cherche sa tête. Donc, comme d'habitude, installez-vous confortablement. Nous allons voir si la tête d'André va être retrouvée. Complètement éberlué, je fouillais du regard la végétation touffue. Tu as entendu ça, Steph? Aucune réponse. Stéphanie? Insistai-je, haletante. Je fis volte-face et la vis qui me regardait, stupéfaite. En fait, elle fixait quelque chose qui se trouvait derrière moi. Je me retournai lentement et aperçus l'étrange inconnu. Campé sur ses jambes, il s'appuyait au tronc d'un pin. Dis donc, c'est toi qui marmonnes ces bêtises? Lui demandai-je brutalement. Il me considéra avec étonnement. Qui? Moi? Oui, toi. Tu essayais de nous flanquer la trouille. Jamais. Qu'est-ce que tu racontes? Ce n'est pas toi qui chuchotais derrière le buisson? Non, ce n'est pas moi. Je viens juste d'arriver. C'est incroyable, pensai-je. Il y a 2 minutes, il était encore dans le bureau de Joseph Crow. Comment a-t-il fait pour nous rejoindre aussi vite? Pourquoi nous suis-tu? Intervint Stéphanie en enroulant son écharpe autour de son cou. Il haussa les épaules. Et pourquoi nous espionnais-tu? Ajoutai-je en me rapprochant de mon ami. La tempête faisait rage au sommet de la colline. La végétation était secouée par les bourrasques et semblait grelotter. Des nuages sombres s'étiraient dans le ciel. Le garçon ne portait pas de manteau, sa chevelure flottait au gré du vent. Au manoir, tu n'arrêtais pas de nous observer, poursuivit Stéphanie. Pourquoi? Il fit la moue et garda son regard bizarre rivé sur ses chaussures. Je vous ai vu filer en douce, et je me demandais si vous aviez trouvé quelque chose d'intéressant. On s'est simplement perdu, déclarai-je en faisant un signe complice à Stéphanie. Nous n'avons rien vu. Et d'ailleurs, comment t'appelles-tu? Serge. Moi c'est Diane, et elle Stéphanie. Tu habites à Falaise-sur-Mer? Non, je suis de passage. Pourquoi gardait-il toujours les yeux baissés? Il était peut-être timide, tout simplement. Tu es bien sûr que ce n'est pas toi qui parlais derrière ces arbustes? Insistai-je, sentant quelque chose d'anormal. Non, quelqu'un voulait sûrement vous faire une blague. C'est possible. Je m'approchai du buisson et donnai de grands coups de pied dedans. Rien ne se passa. Visiblement, personne n'y était caché. Dites-moi la vérité, reprit-il. Stéphanie et toi, vous étiez bien partis pour explorer la maison? Un petit peu. À ces mots, il nous foudroya du regard. Son visage restait impassible comme dénué de vie. Il n'exprimait aucune émotion. J'avais cependant l'impression que Serge était réellement excité. Et j'avais raison. Est-ce que vous voulez voir de vrais fantômes? Demanda-t-il. Serge nous regardait, attendant que nous relevions son défi. Sans rire, vous voulez voir de vrais fantômes? Évidemment, répliqua Stéphanie, en scrutant son visage. Mais qu'est-ce que tu entends par voir des fantômes? Tu en as déjà rencontré? Oui, ici, affirma-t-il en pointant le menton en direction de la masse sombre du manoir. Je faillis m'étrangler. Tu as croisé de vrais revenants au manoir Perché? Quand?
Stéphanie et moi avons suivi des centaines de visites et on n'en a jamais vu un seul. C'est normal, ricana-t-il. Vous croyez qu'ils se montrent au groupe? Ils attendent qu'il n'y ait plus personne, que tous les curieux soient partis. Et toi, tu sais ça comment? Il y a 3 jours, je me suis faufilé dans la maison, tard dans la nuit. Tu... Quoi? Comment as-tu fait? J'ai trouvé une porte ouverte derrière. Je pense que quelqu'un avait oublié de la verrouiller. Je suis simplement rentré par là quand tout le monde... Il se tut brusquement, et sa phrase resta suspendue au bord de ses lèvres. La dernière visite était terminée. Les touristes sortaient par l'entrée principale en s'emmitouflant dans leurs manteaux. Vite, par ici, nous ordonna Serge. Nous le suivîmes derrière un fourré où nous nous cachâmes. Les gens passèrent devant nous, riant et faisant des commentaires à propos des histoires fantastiques qu'ils venaient d'écouter. Je retins ma respiration. Lorsqu'ils arrivèrent au bas de la colline, nous nous relevâmes. Donc, poursuivit Serge, je me suis glissé à l'intérieur. Je n'y voyais rien du tout. Et tes parents t'ont laissé sortir si tard? Un étrange sourire éclaira son visage blême. Ils n'étaient pas au courant. Et les vôtres, ils savent que vous n'êtes pas couché à cette heure? Ils ne sont pas au courant non plus, s'esclaffa Stéphanie. Tu penses bien. Et tu as vraiment vu un fantôme? Demandai-je à mon tour. Il acquiesça d'un signe de tête. Je suis passé à 4 pattes devant Maurice, le veilleur de nuit. C'était facile, il était plongé dans un profond sommeil et ronflait comme un réacteur. Après, je me suis rendu en bas du grand escalier en colimaçon. C'est alors que quelqu'un a éclaté de rire. Ça devenait intéressant, je sentis mon estomac se resserrer. Tu as entendu un rire? Fis-je. Oui, ça m'a coupé le souffle. Il provenait du palier du premier étage. Je me suis appuyé contre le mur du hall pour mieux voir dans la cage d'escalier. Et c'est là que j'ai aperçu le fantôme, une femme très âgée, vêtue d'une longue robe. Elle était coiffée d'un bonnet aussi noir que le voile qui lui couvrait la face. Malgré ça, j'ai pu voir ses yeux. Ils brillaient d'un rouge intense, comme des billes de feu. « C'est incroyable !» s'écria Stéphanie. « Et que faisait-elle » Serge désigna l'imposante bâtisse. La plique de la façade était éteinte et le manoir était maintenant plongé dans l'obscurité. La vieille dame glissa le long de la rampe, continua-t-il, et, pendant qu'elle descendait, elle se redressa et hurla comme un loup. Ses pupilles rouges laissèrent derrière elle une traînée incandescente. On aurait dit la queue d'une comète. « Tu n'étais pas mort de peur ?» chuchotai-je, captivé. « Tu n'as pas essayé de t'enfuir ?» Je n'ai pas eu le temps. Elle fonçait droit sur moi. Ses paupières jetaient des éclairs. Elle rugissait comme un animal en folie. Je me suis collé le plus possible contre le mur, incapable de bouger d'un millimètre. Et quand elle a atterri sur le plancher, j'étais sûr qu'elle m'attraperait. Mais elle s'est évanouie. Pouf! Disparue. Il ne restait d'elle qu'une trace rougeoyante qui forma un genre de brume. C'était la lueur de ses yeux. « Quelle horreur !» fit Stéphanie, écœurée. « C'est dingue !» ajoutai-je. « Il faut absolument que j'y retourne » déclara Serge en regardant intensément le manoir perché. « Je suis prêt à parier qu'il y a d'autres spectres là-dedans. Il n'est pas question que je manque ce spectacle. »« moi aussi, s'exclama Stéphanie. « Je veux les voir. » Serge lui adressa un sourire bizarre. « Et si vous veniez avec moi demain soir? Je n'ai pas trop envie d'y aller tout seul. Ce serait plus drôle à 3. » Le vent revint à la charge, tournoyant autour de nous, nous fouettant le nez et les oreilles. La couche de nuages s'épaissit dans le ciel. Sur la colline, le manoir perché parut encore plus inquiétant. « C'est d'accord ?» dit Serge. « Demain soir ?»« Oui, super !» s'enthousiasma Stéphanie, très nerveuse. « Quand je pense qu'il faudra attendre aussi longtemps. Et toi, Diane, tu viendras aussi ?» Je finis par accepter. J'avouais que j'avais hâte de voir un vrai fantôme. Et si je tremblais, ce n'était pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais froid. On se fixa un rendez-vous à minuit, derrière le manoir perché. Serge nous dit au revoir et nous filâmes toutes les deux jusque chez nous. Les rues étaient désertes. Un chien aboya dans le lointain. Nous étions gelés. Il était 11h30. D'habitude, nous étions couchés à une heure pareille. Mais le lendemain, nous allions être dehors encore bien plus tard. « Je ne le sens pas, ce Serge, » confiai-je en arrivant devant le jardin de Stéphanie. « Il cache quelque chose. » J'espérais naïvement qu'elle serait d'accord avec moi. Au lieu de cela, elle eut le culot de me dire « Tu es juste un peu jalouse, Diane. »« Moi? Jalouse? Et de quoi? »« Comment de quoi? Serge est très courageux et il a vu un revenant, lui. » Je restai bouche bée et finis par réagir.
Parce que toi, tu y crois à son histoire de créature qui descend un escalier en clignotant des yeux? C'est un bobard, voyons. On verra, répliqua-t-elle pensivement. La journée du lendemain passa comme un éclair. L'après-midi, j'eus un interro de maths et ne fut pas très brillante. Une seule pensée m'obsédait, le manoir perché et ses spectres. Il y avait aussi cet inquiétant Serge. Après le dîner, maman me prit à part dans le salon. Elle caressa gentiment mes cheveux et examina mon visage. Pourquoi as-tu l'air si fatigué? Tu as de grandes cernes. Peut-être que je suis une nouvelle sorte de raton laveur, plaisantai-je. Ce soir, tu iras te coucher très tôt, intervint papa. À 9h30, j'étais donc dans ma chambre, mais je n'allais pas vraiment me glisser sous la couette. Je commençais à lire un livre en écoutant de la musique, attendant que mes parents soient au lit. J'étais tellement nerveuse que je consultais ma montre toutes les 2 minutes. Je n'étais pas inquiète pour mon père et ma mère. Ils ont sommeil profond, et on pourrait frapper à la porte à les rendre sourds sans que cela les réveille. Les parents de Stéphanie sont aussi de véritables marmottes. C'est pourquoi, depuis Halloween, nous n'avions aucun mal à nous échapper le soir pour faire nos mauvaises plaisanteries. Il était minuit moins le quart, l'heure fatidique approchait, et à ce moment, j'aurais préféré poursuivre les gamins des environs selon notre habitude. Mais Stéphanie en avait décidé autrement. D'après elle, il nous fallait du super excitant, de l'extraordinaire. La chasse aux fantômes, par exemple, avec ce curieux Serge que nous ne connaissions ni d'Ève ni d'Adam. À minuit moins 10, j'enfilai mon blouson et me glissai silencieusement dehors par la fenêtre. Il faisait le même temps froid et venteux que la veille, avec en plus une averse glacée qui m'obligea à relever ma capuche. Stéphanie m'attendait déjà sur le trottoir. Elle s'était faite une queue de cheval. En me voyant arriver, elle poussa un long ululement en étirant le cou. Je collai immédiatement ma main sur sa bouche. « Tu es folle, tu vas réveiller tout le quartier !» Elle s'exclaffa et se dégagea. « Je suis excitée comme une puce, pas toi ?» Et elle hurla de nouveau. La pluie tombait drue, tandis que nous nous hâtions vers le manoir perché. Le vent tourbillonnait, balayant des brindilles et des feuilles mortes. La plupart des habitations n'étaient plus éclairées. Une voiture nous dépassa lentement au moment où nous tournions au coin de la route de la colline. Nous nous cachâmes derrière un muret. Il n'était pas question que le conducteur nous repère. Il aurait pu s'étonner que 2 enfants se promènent à une heure aussi tardive. Dès que le véhicule eut disparu, nous continuâmes notre chemin vers le manoir hanté. Soudain, l'imposante maison se dressa devant nous, tel un monstre muet, prêt à nous engloutir. La dernière visite était terminée depuis longtemps, et la façade était éteinte à présent. Otto, Edna et les autres guides devaient probablement dormir chez eux. « Dépêche-toi, Diane, dit Stéphanie en courant. Serge est sûrement déjà là. Oh, laisse-moi souffler un peu. Nous suivîmes un sentier qui menait à l'arrière du bâtiment. Le spectacle qui nous attendait était impressionnant. La cour était encombrée d'objets divers. Des bidons rouillés et empilés formaient une barrière contre un pan de mur. Une échelle en bois enfoncée dans les mauvaises herbes se dressait à côté. Des caisses, des tondeuses à main reposaient contre un portail délabré. « Tu vois Serge ?» me demanda Stéphanie. « Non, il a peut-être changé d'avis et ne viendra pas. » Stéphanie allait répliquer quand une lamentation s'élevant d'un coin du manoir nous fit sursauter. Je me retournai et vis Serge qui marchait en titubant comme un homme ivre. Ses cheveux blonds en désordre recouvraient en partie son visage déformé par l'effroi. Ses yeux étaient exorbités et il serrait sa gorge avec ses mains. « Le fantôme !» gémit-il en zigzagant. « Le fantôme, il m'a eu !» Puis il tomba lourdement à nos pieds et resta là, sans bouger. « Bien essayé, Serge, dis-je, sans sourciller. Pas vraiment génial ton interprétation, ajouta Stéphanie. Il se releva et nous fixa, étonné. Vous ne m'avez pas cru? Pas une seule seconde. Je vais te dire une bonne chose, l'avertit calmement Stéphanie. Diane et moi avons joué cette comédie dans notre quartier au moins 50 fois depuis un mois. C'est la règle numéro 1 de tout amateur d'épouvante. Serge secoua la poussière de son pull, déçu. Je voulais juste vous donner un avant-goût. Tu devras trouver mieux, dis-je. Autant qu'on te prévienne, ajouta Stéphanie. Nous sommes expertes dans l'art de faire peur. C'est notre jeu favori. Maintenant on y va, ordonnai-je. J'en ai assez de cette pluie. Serge nous conduisit vers le côté gauche du manoir, jusqu'à un porche étroit. Vous n'avez pas eu de problème pour sortir de chez vous? Demanda-t-il. Aucun, déclara Stéphanie. Moi non plus, confia-t-il tout bas. Il saisit la poignée et la souleva.
J'ai suivi la visite ce soir. Après, Otto m'a montré un truc incroyable. Vous allez voir. Chouette, se réjouit Stéphanie. Tu nous jures qu'il y aura de vrais fantômes? Il arbora son sourire si particulier. C'est promis. Serge poussa doucement la porte qui s'ouvrit en grinçant. Nous entrâmes dans une pièce tellement sombre qu'il était impossible d'en voir les murs. Je fis 3 pas et me cognai dans Serge. Chut, dit-il. Maurice, le gardien de nuit, est juste à côté. Il dort sûrement comme d'habitude, mais il vaut mieux faire attention. On ne sait jamais. Où sommes-nous? Chuchotai-je. Dans une des pièces du fond, annonça Serge. Il faut qu'on s'habitue à l'obscurité. Il n'y a pas d'ampoule électrique? Les fantômes ne se montrent pas à la lumière artificielle. Nous avions refermé la porte derrière nous. Pourtant, un souffle léger et frais me chatouilla le cou. J'en frissonnais. Puis j'entendis comme des os qui s'entrechoquaient. J'arrêtai de respirer. Est-ce que j'avais déjà des hallucinations? J'enlevai ma capuche pour mieux écouter. Rien. Je crois savoir où trouver des bougies, murmura Serge. Attendez-moi ici. Ne t'en fais pas, le rassurai-je. Je ne broncherai pas tant que je n'y verrai rien. Serge se déplaça lentement. Ses pieds glissaient avec précaution sur le parquet pour être le plus discret possible. Puis le bruit de ses pas s'évanouit et ce fut le silence. Je ressentis alors un courant d'air froid sur ma joue. On percevait à nouveau le craquement des os. Puis un autre courant glacé m'enveloppa. On aurait dit la laine gelée d'un spectre. Je tremblais de tous mes membres. Le cliquetis inquiétant s'intensifia comme s'il se rapprochait, menaçant. Je tendis les bras dans les ténèbres, essayant d'attraper un objet pour me défendre. Une table, une chaise, n'importe quoi. Malheureusement, mes mains ne saisirent que de l'air. La pièce était totalement vide. Je ne devais pas m'affoler. Il fallait que je me ressaisisse. Sinon, j'allais tomber dans les pommes. Et ce n'était pas le moment. Calme-toi, Diane. Calme-toi, m'ordonnai-je. Serge va revenir d'un instant à l'autre avec des bougies, et dès qu'on y verra quelque chose, tu n'auras plus peur. C'est alors que les os se mirent à faire un vacarme infernal. Je sursautai. Steph, c'est quoi à ton avis? Murmurai-je. Pas de réponse. Le souffle d'air me caressa la nuque. Le bruit des ossements s'amplifia. Steph? Stéphanie? Steph? Hurlai-je. Elle était partie. Elle m'avait abandonné. J'étais tellement paniqué que je ne pouvais plus respirer. Mon cœur battait bruyamment et je grelottais. Steph! Oh, Steph! Suppliai-je. Mais où es-tu? Je n'arrivais presque plus à parler. Brusquement, j'aperçus 2 yeux jaunes qui s'avançaient vers moi. Ils voletaient et semblaient aussi brûlants que le feu. Ils s'approchèrent lentement, de plus en plus près. J'étais figé, incapable de faire un geste. Je ne voyais plus que ces 2 points jaunes, brillants, irréels. Lorsqu'ils furent à quelques centimètres de moi, je les vis plus clairement. C'étaient les flammes de 2 chandelles. Et dans la lueur indécise apparut un visage. C'était celui de Serge. Puis un autre, celui de Stéphanie. Ils portaient chacun un bougeoir. « Stéphanie, mais où étais-tu passée » m'écriai-je. « Tu m'as laissée toute seule. Je pensais... » J'ai suivi Serge, expliqua-t-elle, calmement, en voyant combien j'étais troublé. « Je suis désolé, j'aurais dû t'avertir. Tu sais, il y a des bruits bizarres ici, comme si des os s'entrechoquaient. Et puis, il y a un vent qui n'arrête pas de... » « Nous allons rechercher d'où ça vient, m'interrompit Serge. « Tiens, c'est pour toi. » Je pris la chandelle qu'il me tendait. Tremblant comme une feuille, je dus m'y reprendre à 3 fois avant de pouvoir allumer la mèche. Je regardais autour de moi. « Nous sommes dans la cuisine, » annonça Steph. Un courant d'air souleva un nuage de poussière. « Vous avez senti » demandai-je. Serge éclaira la fenêtre avec son bougeoir. « Regarde, Diane, le carreau est cassé. »« Ah, très bien, » dis-je en comprenant d'où provenait le vent qui m'avait effrayé. Soudain, le cliquetis des os se manifesta. « Vous avez entendu » m'exclamai-je. Stéphanie s'esclaffa et désigna le mur. Des poêles et des marmites en cuivre y pendaient. « Voilà tes ossements » expliqua-t-elle. Je fis semblant de rire. « Je le savais, je voulais juste vous effrayer » mentis-je. « Vous donner des frissons. » En fait, je me sentais complètement idiote. Je ne pouvais tout de même pas admettre que des ustensiles se cognant les uns contre les autres m'avaient épouvanté à ce point. « Trêve de plaisanterie, Serge, » déclara Stéphanie. « Nous sommes là pour voir de vrais fantômes. Ne l'oublie pas. Venez avec moi, les filles, vous allez admirer ce qu'Otto m'a montré. »
Brandissant son bougeoir droit devant lui, il nous conduisit jusqu'au mur contre lequel se trouvait le poêle. Une petite ouverture donnait sur une sorte de cagibi. « Pourquoi nous montres-tu ça » m'étonnai-je. « C'est juste un placard, ça n'a rien d'effrayant. »« Ce n'est pas un simple placard, répliqua-t-il. C'est un monde plat, regardez. » Il tendit le bras et sortit une corde qui pendait à l'intérieur du trou. En la tirant et en la relâchant, il fit monter et descendre une planche. Vous comprenez maintenant? C'est comme un ascenseur, ça servait à faire passer des repas de la cuisine aux chambres du 2e étage. Tu parles d'une frayeur, dis-je, ironique. Oui, intervint à son tour Stéphanie, ton monde plat n'a rien d'extraordinaire. Serge approcha la lumière de son visage. Otto m'a dit que cet appareil est hanté. Il y a 130 ans, il s'y est passé de drôles de choses. J'examinai l'intérieur. On peut savoir ce que c'était? Eh bien, commença doucement Serge. Un beau soir, la cuisinière posa son plateau sur la planche et tira sur le cordon pour le faire monter. Mais quand la planche arriva en haut, le plateau était vide. La nourriture avait disparu. Entre le rez-de-chaussée et le 2e, s'exclama Stéphanie qui faillit s'étrangler. Serge approuva d'un air solennel, ses yeux gris brillant dans la douce clarté de sa bougie. Cet incident se renouvela à plusieurs reprises quand le plateau atteignait le 2e étage et il ne contenait plus rien. Ça alors, soufflai-je, quelqu'un aurait pu tout voler au premier? Impossible, il n'y a pas d'accès. La cuisinière en a conclu que le conduit était hanté. Elle décida de ne plus s'en servir et donna des ordres pour que plus personne ne l'utilise. Et c'est la fin de ton histoire? Demandai-je. Non, il y eut ensuite un événement incroyable. Quoi? Qu'est-ce qui arriva? S'impatienta Stéphanie, les lèvres tremblantes. Bien plus tard, des enfants visitèrent le manoir en cachette. L'un des garçons, Jérémie, était crâneur et costaud. Quand il vit le monde plat, il pensa que ce serait amusant de le faire fonctionner. Et j'eus du mal à avaler ma salive, devinant ce qui allait se passer. Il monta sur la planche, poursuivit Serge, et ses amis tirèrent sur la corde. Mais la corde se bloqua brusquement. La planche ne pouvait plus ni monter, ni descendre. Jérémie était coincé entre le 1er et le 2e étage. « Ça va, Jérémie » demandèrent ses copains. Jérémie ne réagissait pas. Ils tirèrent de plus belle sur la corde qui ne bougea pas d'un millimètre. Puis d'un seul coup, elle céda et la planche retomba brutalement. « Avec Jérémie » l'interrompis-je, impatiente. « D'une certaine façon. » Un grand plat en argent contenait 3 récipients munis de couvercles. Dans le premier, ils trouvèrent un petit mot sur lequel était écrit « Dites ». Dans le 2e, un autre papier avec « Adieu ». Et dans le 3e, il y avait « À Jérémie ». Nous gardâmes tous les 3 le silence pendant un instant, contemplant le monde plat diabolique. Je frissonnais. Les ustensiles continuaient à jouer leur musique, mais ça m'était égal. « Dites adieu à Jérémie. Tu crois à cette histoire » demandai-je à Serge en le dévisageant. « Moi pas » déclara Stéphanie avec un rire nerveux. Serge reprit son air impassible avant de décréter calmement « Alors c'est que vous ne croyez pas à ce que raconte Otto ?»« Oui, non, peut-être, ça dépend. Enfin, je n'en sais rien, hésitai-je. Là, Otto jure que c'est véridique, affirma Serge. Mais c'est vrai que parfois, il délire un peu. Ça fait partie de son travail. Il doit persuader les visiteurs que le manoir perché est hanté. Je suis d'accord, approuva Stéphanie. Otto est un conteur génial. Seulement ce n'est pas pour ça que nous sommes là. Souviens-toi de ta promesse. Suivez-moi, ordonna Serge en faisant rapidement demi-tour. Il souleva une épaisse tenture et nous découvrîmes un escalier en pierre conduisant au sous-sol. Nous descendîmes jusqu'en bas. Serge nous désigna une salle carrée d'environ 5 mètres de côté. C'est la réserve. Le maître d'hôtel y conservait les provisions. Il nous fit passer toutes les deux devant lui. Je levai mon bougeoir pour y voir plus clair. Par réflexe, je me retournai et restai muette de stupeur. Serge était en train de fermer la porte à clé. « Hé, qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu nous enfermes ?» ajouta Stéphanie. J'étais si étonné que j'en fis tomber ma bougie qui s'éteignit et roula sous un meuble. Stéphanie se rua sur Serge, folle de rage. « Ouvre, à quoi tu joues ? Ce n'est pas drôle. » J'inspectais les lieux. Les murs sans fenêtre étaient couverts d'étagères et il n'y avait pas d'autre issue que la porte. Stéphanie poussa un cri aigu et se précipita sur la poignée. Mais Serge fut plus rapide qu'elle et lui barra le passage. « Arrête, Serge !» finis-je par dire, le cœur battant la chamade. « Ça suffit !» L'ignoble garçon jubilait. Il nous observait sans dire un mot.
Il avait la même attitude glaciale que j'avais remarquée la nuit précédente. Nous reculâmes, collées l'une contre l'autre. Désolé les filles, mais je vous ai joué un tour. Quoi s'indigna Stéphanie, plus furieuse qu'effrayée. Quel genre de tour? De sa main libre, il repoussa ses longs cheveux en arrière. La lueur chancelante de sa chandelle rendait sa face livide, fantomatique. Mon vrai nom n'est pas Serge, articula si faiblement qu'on pouvait à peine comprendre ses mots. Mais, bégayai-je. Je m'appelle André, avoua-t-il enfin. Stéphanie et moi laissâmes échapper un cri de surprise. Mais André, c'est le nom du fantôme, réalisa mon ami. Le fantôme décapité. Gagné, c'est bien moi, gronda-t-il à voix basse, avec un rire curieux ressemblant à une quinte de toux. Je vous avais promis que vous en verriez un ce soir. Vous pouvez constater que je n'ai pas menti. Je suis là. Mais, Serge, commença Stéphanie serrant son bougeoir. André, corrigea-t-il. C'est mon nom depuis plus d'un siècle. Laisse-nous sortir, suppliai-je. Je ne dirai à personne qu'on t'a vu. Jamais. Désolé, je ne peux plus vous laisser sortir maintenant, soupira-t-il d'un faux air navré. Brusquement, je me souvins de la rencontre entre André et le capitaine. Ce dernier avait déclaré la même chose. Maintenant que tu m'as vu, tu ne pourras plus jamais t'enfuir. Mais tu n'as pas perdu ta tête, lançai-je maladroitement. Puisqu'elle est sur tes épaules, tu ne peux pas être André, affirma Stéphanie. Serge André afficha une mine réjouie et dit d'un ton sarcastique. Non, 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 vous vous trompez, les filles. Ce n'est pas la mienne. Celle-là, je l'ai empruntée à Jérémie. Il leva ses mains et les posa contre ses tempes. Vous allez voir, je vais vous montrer. Alors, il commença à faire tourner sa tête, lentement. Arrête, ne fais pas ça, hurla Stéphanie. Je fermai les yeux pour ne pas voir sa décapitation. Quand je les rouvris, il avait renoncé. Ses bras étaient retombés le long de son corps. Y avait-il un moyen de s'échapper? André bloquait la seule sortie possible. Enfin, pourquoi fais-tu ça? Se lamenta Stéphanie. Pourquoi nous as-tu amenés ici? Pourquoi nous as-tu menti? André passa ses doigts dans ses cheveux, puis les descendit sur sa joue. Je vous l'ai déjà dit, soupira-t-il. J'ai emprunté cette tête à Jérémie. Maintenant, il faut que je la rende à ce pauvre garçon. Il attend depuis des années. Stéphanie et moi le regardions en silence, attendant des explications supplémentaires. Je vous ai repéré hier soir pendant la visite, avoua-t-il en me fixant. Les autres ne pouvaient pas me voir, mais j'ai fait en sorte que vous puissiez m'apercevoir. Mais pourquoi, m'étonnai-je, appréhendant sa réponse. À cause de ta tête, Diane, elle me plaît bien. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? M'étranglai-je. Comme il faut que je rende celle-ci à Jérémie, dit-il d'un ton détaché. Je vais prendre la tienne. J'eus un éclat de rire hystérique. Nous étions, ou plutôt j'étais coincé avec un fantôme centenaire dans une cave sinistre et à peine éclairée. Et en plus, cette créature voulait me décapiter. Il n'en était pas question. Je foudroyais André du regard, comme si j'avais pu le transpercer. Tu te moques de nous ou quoi? Non, non, pas le moins du monde. Il fronça les sourcils et retrouva son attitude glaciale. Il me la faut, Diane, lança-t-il en haussant les épaules, comme pour s'excuser. N'aie pas peur, je ferai très vite, tu n'auras pas mal. Mais, j'ai besoin de ma tête? Ne t'inquiète pas, je te l'emprunte seulement, promit André en faisant un pas vers moi. Je te la rendrai quand j'aurai retrouvé la mienne, c'est juré. Tu crois que ça me remonte le moral? Il avait un sacré toupet, ce fantôme. Il fit un pas de plus. Stéphanie et moi reculâmes d'autant. Il en fit encore un. Nous n'avions plus beaucoup de place pour battre en retraite. Nous étions tout près des étagères. Soudain, Stéphanie articula faiblement. « André, nous la trouverons, nous... » Ses lèvres étaient agitées de tremblement. Je ne l'avais jamais vue aussi terrifiée, et la voix paniquée me paralysa encore plus. « C'est sûr, parvins-je à articuler. On va chercher ta tête toute la nuit, ne t'en fais pas. Nous connaissons cette bâtisse comme notre poche. Je suis certaine qu'on y arrivera si tu nous laisses une chance. » Il nous fixait sans rien dire. Je voulus m'agenouiller pour le supplier, mais je me ravisai. J'avais trop peur qu'il en profite pour me décapiter. « Ne t'en fais pas, André, je suis sûr qu'on la retrouvera, » insista Stéphanie. Il secoua pensivement la tête, enfin, celle de Jérémie, et murmura avec tristesse. « Vous savez depuis combien de temps je la cherche? Plus de 100 ans, plus d'1 siècle, j'ai fouillé et creusé partout. Partout. »
Il continuait à avancer, bien décidé à mettre sa menace à exécution. Il se léchait les babines en louchant sur mon crâne, l'étudiant pour savoir comment il pourrait le détacher. Il était en train d'imaginer la mine qu'il aurait avec ma peau si douce. C'était ignoble. Si pendant toutes ces années je n'ai pas pu mettre la main dessus, continua-t-il, comment pouvez-vous imaginer y arriver en une nuit? Eh bien, hésita Stéphanie en me regardant. On aura plus de chance, osai-je lancer. J'avais dit ça sans réfléchir, et je me rendis vite compte que c'était insuffisant pour l'empêcher de m'emprêter ma tête. Désolé les filles, déclara André. Nous perdons du temps. Allons, pressons, Diane. Laisse-moi une chance, l'implorai-je. Une seule. Il n'était plus qu'à 1 mètre. Il contemplait mes cheveux maintenant et devait sûrement se demander s'il les laisserait pousser. Je fis une dernière tentative. André, s'il te plaît. C'était sans espoir. Impassible, comme une statue, il tendit les bras, prêt à se jeter sur moi. Donne-la-moi maintenant, Diane. Mes coudes heurtèrent une planche. Je la veux, vite. Stéphanie et moi, nous nous serrâmes l'une contre l'autre. Nous étions coincés. Donne-la-moi, répétait André. Vite, Diane. Il était vraiment obsédé par ma tête. Il avançait en ouvrant et fermant ses mains. Je me pressai de plus en plus contre Stéphanie. Ma hanche heurta des objets lourds qui chutèrent sur le sol en terre battue. Si j'avais pu disparaître, je m'appuyai de toutes mes forces sur le mur. Soudain, un craquement retentit et le mur se mit à bouger. Il bascula et je tombai à la renverse. Mais que se passe-t-il? Laissai-je échapper. C'est à ce moment que le revenant se précipita pour m'attraper. Victoire, triompha-t-il. André bondit sur moi, la bave aux lèvres, la respiration courte. Allongé à terre, je lui envoyai de furieux coups de pied qui le maintinrent à distance. Il recula, impressionné par ma résistance. J'en profitai pour me remettre debout. Le mur de la cave fit un bruit terrible, comme le grincement sinistre d'une meule, et finit de pivoter. Stéphanie s'affala de tout son long et laissa échapper sa bougie. Je l'aidai à se relever pendant qu'André se relevait. « Je te tiens maintenant, Diane, lança-t-il. C'était sans compter avec notre détermination. D'un violent mouvement d'épaule, nous renversâmes une étagère qui l'empêcha de passer, pour un temps. En nous retournant vers l'ouverture apparue dans la pierre, nous découvrîmes. « Steph, c'est un tunnel, m'écriai-je. Viens, dépêche-toi. » Je la saisis par la manche et nous nous faufilâmes par l'ouverture tout juste assez grande pour nous laisser passer. De l'autre côté, nous nous retrouvâmes vers un étroit passage voûté et obscur. Il était tellement bas de plafond que nous dûmes nous courber. J'avais déjà lu des articles au sujet de vieilles maisons comprenant des passages secrets. À l'époque, j'avais trouvé ça un peu démodé, si j'avais su qu'un jour j'en trouverais un. Au bout d'une quinzaine de mètres, nous pûmes nous redresser et nous mettre à courir. Nos pas résonnèrent sur les gros pavés du sol. Nous suivions des parois nues dans lesquelles s'ouvraient de larges failles creusées par le temps. Stéphanie n'en pouvait plus. Elle ralentit et jeta un coup d'œil derrière elle. « Diane, tu crois qu'il nous suit? Ne t'inquiète pas, cours. Ce tunnel doit bien conduire quelque part, il doit bien y avoir une issue quand même. » Mais on n'y voit rien, pleurnicha-t-elle, hors d'haleine. Le souterrain se poursuivait en une ligne droite, dont on ne voyait pas la fin. D'ailleurs, y en avait-il une? Je courais sans m'arrêter tant que je ne serais pas dehors en sécurité, jurai-je. Si nous nous en sortons, je ne remettrai plus jamais les pieds au manoir perché. Je ne m'occuperai plus jamais de fantômes et je garderai ma tête plantée sur mes épaules, là où elle doit être. C'était bien joli de faire des promesses. L'ennui, c'est qu'elles ne se réalisent pas toujours. Pour l'instant, il y avait plus urgent. Nous aperçûmes soudain un point lumineux devant nous. Nous devions l'atteindre, c'était notre seule chance. Enfin, nous avions trouvé le moyen de nous échapper. Il nous fallut une bonne minute pour y arriver. Malheureusement, le tunnel se terminait par une impasse. « Mais il ne va pas plus loin !» criai-je. « Et d'où vient cette lumière? Comment peut-on construire un passage qui ne mène nulle part ?»« Essayons de pousser ce mur, » proposa Stéphanie. « Peut-être qu'il pivotera aussi. » Nous plaquâmes nos épaules contre la paroi humide et nous poussâmes de toutes nos forces, en grognant sous l'effort. C'est alors que des pas martelèrent le sol. Quelqu'un venait. André. Pousse sur la Stéphanie. Nous redoublâmes d'efforts. Allez, glisse, tourne, ordonnai-je les dents serrées. Mais rien ne se passa. Je regardai derrière moi et vis André qui nous rejoignait tranquillement. Nous sommes coincés, s'écria Stéphanie en s'accroupissant. Elle poussa un profond soupir, visiblement résignée.
Ce n'était pas le moment de se décourager. André approchait, sûr de lui. Il n'était plus qu'à une vingtaine de mètres, à en juger par la petite flamme de sa bougie. « Diane, je veux ta tête !» lança-t-il. Ses paroles se répercutaient dans le souterrain, comme un écho obsédant. « Nous sommes fichus !» murmura Stéphanie. « Peut-être pas, fis-je d'une voix étouffée. Regarde !» Et je lui montrai une échelle fixée dans la pierre, une échelle de fer, aux barreaux couverts de poussière. Elle conduisait à une toute petite ouverture carrée pratiquée dans le plafond. Et de cette ouverture s'échappait la lumière que nous avions aperçue. « Donne-moi ta tête !» répétait inlassablement André. Je saisis les montants et commençai à monter. « Mais, Diane, objecta Steph, on ne sait pas où ça va. »« Écoute, on s'en fiche, répliquai-je en grimpant. Tu crois qu'on a le choix ? » Où vas-tu, Diane ? Tu sais que j'ai besoin de ta tête, répétait le fantôme. Je préférais l'ignorer et continuer mon escalade, Stéphanie me suivant de près. Diane, tu ne t'en tireras pas comme ça, s'exclama André d'en bas. Une seule chose comptait, atteindre cette ouverture là-haut le plus vite possible. Soudain, tout se mit à vibrer, à vaciller. Non, hurlai-je. Un grondement terrible couvrit mon cri. Il me fallut quelques instants pour me rendre compte que le mur s'écroulait. Nous allions tomber. Stéphanie poussa un hurlement et tenta de s'accrocher à mes pieds. Je me cramponnai à l'échelle, mais elle se défila. Plus rien ne la retenait. Notre chute était inévitable. L'atterrissage fut rude et le choc violent. Je m'aplatis sur le ventre au milieu des gravats. Stéphanie se reçut sur les genoux, à moitié étourdie. Quand je rouvris les yeux, je découvris un véritable chantier. Des pierres étaient empilées tout autour de nous. Heureusement, nous n'avions rien de cassé. Nous étions juste couvertes d'une épaisse couche de poussière de plâtre. André se tenait debout, juste au-dessus de moi, les poings serrés, la bouche grande ouverte. Il me fixait, ou plutôt, il fixait quelque chose qui se trouvait derrière moi. Je me levai avec peine et me retournai pour voir ce qu'il regardait avec autant d'assistance. « Une pièce secrète !» s'exclama Stéphanie en se rapprochant de moi. « Ça alors !» Je me frayai un passage pour pénétrer dans cet endroit mystérieux. André était complètement hébété. J'aperçus alors ce qui le subjuguait. C'était la tête, posée à même le sol. « Je ne peux pas y croire !» se réjouit Stéphanie. « Nous l'avons vraiment trouvée !» Rassemblant mon courage, je fis quelques pas. La tête était bien éclairée, pâle, transparente. Elle avait appartenu à un jeune garçon. Ses longs cheveux étaient devenus tout blancs. Ses yeux verts luisaient comme des émeraudes, dégageant une lumière irréelle. « Alors c'est toi, la tête du fantôme ?» lui murmurai-je. Puis, je m'adressai à André. « Tu vois, nous avons réussi à la trouver. » Je m'attendais à voir un large sourire se peindre sur son visage, ou à ce qu'il saute de joie. Il la cherchait depuis plus de 100 ans. Maintenant, sa longue quête était finie. Il devait se réjouir. À ma stupéfaction, il avait une mine horrifiée. Il tremblait de tous ses membres. Un cri de terreur s'échappa de sa bouche. « André, ça ne va pas ?» m'inquiétai-je. « Qu'est-ce que tu as ?» Visiblement, il ne m'écoutait pas. Il scrutait le plafond, agité de soubresauts, les poings serrés. Puis il désigna quelque chose du doigt et prononça d'une voix plaintive. « Non, non, ce n'est pas possible. » Je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule et là, je vis une forme translucide qui descendait vers le sol en planant. Je crus que c'était un voile échappé d'un de ses eaux et qui tombait doucement. Mais au moment où la chose atterrit, je m'aperçus qu'elle avait des pieds et des jambes. Je pouvais voir à travers elle. Brusquement, nous fûmes enveloppés par un vent glacé. « C'est un fantôme !» chuchota Stéphanie en m'agrippant l'épaule. Le spectre se posa tranquillement sur le sol, actionnant ses bras comme des ailes d'oiseau. Il portait de vieux habits, un pantalon bouffant, une chemise à longues manches avec un col très haut. Un col très haut ? Un col ? Et pas de tête. Le fantôme décapité. Il projetait une lumière surnaturelle. Il se baissa, saisit la tête et la leva lentement devant lui. Il l'approcha de son col dur et la remit tout doucement à sa place. Au moment précis où elle toucha son cou, les yeux verts se mirent à étinceler. Les joues rosirent légèrement et les sourcils se contractèrent. Puis la bouche bougea imperceptiblement. Le revenant se tourna vers Stéphanie et moi, et ses lèvres articulèrent un « merci » silencieux.
Il prit son élan sans cesser de nous dévisager et s'éleva silencieusement. Je le suivis des yeux, le cœur battant, jusqu'à ce qu'il s'évanouisse dans la nuit. Nous venions de rencontrer le véritable André, l'authentique fantôme décapité, le jeune garçon de 100 ans. Mais alors, qui était celui que nous avions devant nous? Le prétendu André tremblait, éberlué, la bouche grande ouverte. À ce moment-là, nous nous ruâmes sur lui et je le secouai. « Si tu n'es pas André, qui es-tu à la fin ?»« Oui, qui es-tu » dit Stéphanie furieuse. « Puisque tu n'es pas le fantôme décapité, pourquoi nous poursuis-tu ?»« je... » bredouilla-t-il. Il leva les mains comme s'il se rendait et se mit à reculer. Il n'avait pas fait 3 mètres que nous entendîmes des bruits de pas qui provenaient du tunnel. Était-ce un autre fantôme? « Qui est là ?» demanda une voix grave. Nous aperçûmes le cercle de lumière que projetait une torche électrique. « Qui est là ?» insista la personne. Je reconnus cette voix. C'était celle d'Otto. « Nous sommes ici, » finit par avouer le garçon. « C'est toi, Serge ?» Le faisceau lumineux se rapprochait et Otto apparut enfin. « Que se passe-t-il? À quoi joues-tu, Serge? Tu sais bien que cette partie de la maison est très dangereuse. Elle s'écroule de partout. »« Je sais, » admit le garçon d'une voix mal assurée. « Nous étions partis en expédition et nous nous sommes perdus. Mais ce n'est pas de notre faute. » Otto lui jeta un regard furibond. Quand il nous éclaira à notre tour, il fut encore plus surpris. « Quoi? Vous aussi? Comment avez-vous fait votre compte pour être au manoir à cette heure? Qui vous a conduit jusqu'ici? »« C'est-à-dire qui nous a montré le chemin, » l'informai-je en désignant Serge du doigt. Otto le fixa tristement. « Encore une de tes idées idiotes. Tu voulais faire peur à ces 2 filles. Tu es insupportable à la fin. »« Mais non, oncle Otto, pas du tout. »« Oncle Otto? Alors Serge était le neveu d'Otto? Ce n'était pas étonnant qu'il connaisse si bien le manoir perché. »« Assez d'âneries, Serge, je veux la vérité maintenant, » insista Otto. « Tu as encore voulu jouer au fantôme, hein? Tu n'en as donc pas assez? À chaque fois, tu effraies tellement les enfants qu'ils ont du mal à s'en remettre. » Serge ne bougeait plus, la tête baissée, n'osant pas dire un mot. Otto caressa son crâne chauve et soupira profondément. « Tu sais bien que cette maison est notre gagne-pain. Tu veux qu'il n'y ait plus de clients, c'est ça? Tu veux que toute la vie soit effrayée par ce qui se passe ici et qu'on nous oblige à fermer le manoir perché? C'est ça que tu veux ?» Serge ne répondit toujours pas. Il était effondré. Je me décidai à intervenir. « Ça va, Otto, il ne nous a pas vraiment fait peur. »« C'est vrai, Otto, renchérit Stéphanie. On ne l'a jamais pris pour un revenant, hein, Diane ?»« Pas une minute, répliquai-je. »« D'ailleurs, il ne ressemblait pas du tout au fantôme qui est apparu, » ajouta Stéphanie. Otto se tourna vers elle et étudia son visage à la lueur de sa torche. « Le quoi? »« Le fantôme. Enfin, celui qu'on vient de voir. »« Oui, c'est vrai, oncle Otto, » intervint Serge. « On l'a vu. C'était terrible. » Otto prit une mine exaspérée. « Arrête de dire des bêtises, Serge. Il est tard, et ce n'est pas avec des mensonges que tu t'en sortiras. Mais on ne ment pas du tout. » Nous avions crié d'un seul cœur. « On a bien vu le fantôme sans tête, on l'a vu comme je te vois. Il faut que tu nous crois, » le supplia Serge. « Mais oui, c'est ça, » murmura Otto. Et il désigna la sortie, nous montrant le chemin avec sa lampe. « Dépêchons-nous, tout le monde dehors, il est tard. » Dès le lendemain, Stéphanie et moi abandonnâmes nos sorties nocturnes. Ce n'était plus drôle depuis que nous avions vu un authentique revenant. On laissa tomber les cris de loup-garou, les masques horribles et les bêtises qui nous avaient tant amusés. On ne parla même plus de fantômes. On s'occupa autrement. Je me lançai dans le sport et devins pas trop mauvaise au basket. Stéphanie s'inscrivit dans un cours de théâtre. Elle joua même Alice dans une adaptation d'Alice au pays des merveilles, de Lewis Carroll. L'hiver fut très agréable. Il y eut beaucoup de neige, de franches rigolades et pas un seul moment de frayeur. Et puis, un beau soir, nous rentrions à la maison après une fête d'anniversaire. C'était la première soirée de printemps. Il faisait doux, les fleurs commençaient à pousser et l'air sentait bon. Nous nous arrêtâmes au bas de la route de la colline pour regarder le manoir perché. « Et si nous y allions faire un tour ?» proposa Stéphanie, comme si elle lisait dans mes pensées. « Pourquoi pas? Si on faisait la visite comme autrefois, on n'y est pas retourné depuis ce fameux soir. » Pendant cette terrible nuit, j'avais fait le serment de ne plus y revenir, mais la tentation était trop forte. Nous grimpâmes rapidement la route escarpée. Les herbes folles s'emmêlaient autour de nos jeans pendant que nous nous montions vers le portail. La vieille bâtisse semblait toujours aussi sombre et décrépite.
Lorsque nous arrivâmes, la porte de la façade s'ouvrit d'elle-même, en émettant son grincement habituel. Nous pénétrâmes dans l'entrée. Quelques secondes plus tard, Otto apparut, revêtu de son éternel uniforme noir. Il nous accueillit, radieux. « Ah, vous voilà, ravi de votre visite. Edna, viens voir qui est là. » Edna arriva en trottinant. « Oui, quel bonheur !» se réjouit-elle en passant ses mains sur sa face toute ridée. « On pensait ne plus jamais vous revoir. » Je jetai un coup d'œil dans le vaste hall. Il n'y avait pas d'autres clients. « Vous nous faites visiter ?» demandai-je à Otto. Il eut un gentil sourire. « Oui, bien sûr. Attendez que je prenne ma lanterne. » Et il nous offrit le tour complet du manoir perché. Rien n'avait changé. Une fois la visite terminée, nous remerciâmes Otto et Edna et nous prîmes congé rapidement. Nous étions à mi-pente quand une voiture de police surgit dans le virage. Elle s'arrêta. Un sergent ouvrit sa vitre et nous interpella, intrigué. « Qu'est-ce que vous faites là à cette heure ?» Nous rejoignîmes l'auto dans lequel le policier et son collègue nous observaient d'un air soupçonneux. Je répète ma question. Que faites-vous dans ce quartier si tard ? Nous visitions le manoir perché, répondis-je, en montrant la demeure du doigt. Quelle visite ? Son ton était devenu tranchant. Enfin, la visite de la maison hantée, dit Stéphanie, perdant son calme. L'agent passa sa tête par la portière et prononça doucement, mais en martelant ces mots. Arrêtez ces histoires et dites-nous ce que vous faisiez réellement là-haut. Mais c'est vrai, assurai-je, on a visité le manoir perché. Il n'y a plus de visite, intervint l'autre, et cela depuis des semaines. Nous restâmes cloués sur place, muettes. Le manoir est vide, continua-t-il. Il a été fermé il y a 5 mois. Il n'y a pas eu un seul groupe de tout l'hiver. Je faillis l'étrangler. Comment ? Vous avez bien entendu. Et maintenant rentrez chez vous. Incrédule, je regardai Stéphanie. Puis nous fixâmes notre cher vieux manoir. La tourelle se détachait sur le ciel rouge et noir. Tout autour régnaient les ténèbres et le silence. Brusquement, une traînée lumineuse orange apparut. On aurait dit une fumée. Elle filait devant la porte d'entrée. C'était une lanterne. J'aperçus Otto et Edna aussi transparents qu'une gaze légère. Ils semblaient flotter. Soudain je compris. Nos guides favoris n'étaient que des fantômes. Je clignai des yeux et la lumière s'évanouit. Et voilà comment se termine le fantôme décapité. Donc si vous êtes encore réveillés, nous allons faire un petit bilan de ce que nous y avons pensé. Donc moi vocalement, vous par écrit, j'espère. C'était cool. Par moments, j'ai senti des frissons me parcourir. C'était sympa. Bon, la fin un petit peu... comment je vais dire ? Quand ils ont vu quand on a su que Serge était le neveu d'Otto et que Otto croyait pas qu'il y avait un fantôme, déjà quand Serge disait oui, j'ai vu un fantôme, et qu'Otto ne le croyait pas. Ça c'est un peu, s'ils étaient encore vivants à ce moment-là, c'est un peu stupide. Hein, on va pas se le cacher. Je trouve que c'est stupide quand t'es un fantôme et que tu fais genre mais non, arrête tes bêtises, y a pas de fantôme. Juste pour que l'auteur nous fasse peur, c'est débile, je trouve. Par contre, s'ils étaient encore vivants et que pendant les mois qui ont suivi, printemps, hiver, tout ça, ben, malheureusement Otto et Edna sont décédés et qui sont quand même restés en tant que guide, ben là ça fait flipper. Donc là oui, ça peut être une fin assez spéciale. Mais sinon dans l'ensemble, j'ai bien aimé l'histoire. J'espère que vous de votre côté aussi, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Likez, partagez et commentez, et surtout abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Si vous êtes, comme je l'ai déjà dit, toujours réveillé, nous allons lire le synopsis du tome 30. Nous avons franchi un palier, la 3e dizaine. C'est Alerte aux chiens. Donc j'espère qu'il est bien. Nous allons le découvrir maintenant, grâce au synopsis. Larry vient de trouver dans une vieille benne à ordures un flacon de bronze plus. Avec ses amis, il décide de s'en appliquer. Quelques jours plus tard, il découvre avec horreur des touffes de poils noirs et drus sur ses mains et son front. Larry est paniqué. La lotion est-elle seule responsable de cette chevelure envahissante ?